bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'On se dit tout. Vraiment très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Alors comme à chaque rendez-vous, je vous ai concocté deux sujets. D'abord, nous allons parler psychologie et comprendre la place du psychologue dans notre société marocaine. Ensuite, on va passer à un sujet complètement différent puisqu'on va parler de chute de cheveux. A tout de suite pour les détails. Alors, sans concession, la psychologie attire beaucoup aujourd'hui de psychologues, font justement beaucoup d'émissions radio, d'émissions télé. Il y a même des magazines consacrés à la psychologie. Mais qu'en est-il véritablement de la consultation privée? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos spécialistes. Et j'ai avec moi pour cela Monsieur Jalil Nahas, docteur en psychologie, ethnopsychiatre, psychothérapeute et enseignant à Paris et à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Rizlan Shraibi, vous êtes psychothérapeute, fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative. Bonjour. Bonjour. Et Younes Lhiaoui, vous êtes directeur de la rédaction et de la publication de Nafs Magazine, également coach consultant en développement personnel. Bonjour. Merci à vous d'être là pour ce sujet. Alors justement, docteur Jalil Nahas, vous êtes docteur en psychologie. Aujourd'hui, toutes les grilles radio et télé ont une émission, au moins une émission consacrée à tout ce qui est problématique sociétale et psychologique. À votre avis, pourquoi ça plaît autant aujourd'hui? D'abord, heureux d'être parmi vous. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous pour essayer d'expliquer certaines choses. Mais en aucun cas, je suis là pour définir ou pour dire ce que sont les choses. Mais au moins, pour essayer d'ouvrir des brèches et pour essayer de parler de ce domaine qui maintenant commence à gagner vraiment du terrain au Maroc. En fait, le Maroc me fait penser aujourd'hui à la France d'il y a 30-40 ans. Il y a 30-40 ans. C'est vrai que ça se développe. Vraiment, la preuve, il y a 2 psychothérapeutes aujourd'hui avec vous sur une télé marocaine. Donc voilà. Maintenant, pourquoi les gens s'intéressent beaucoup? Parce que les Marocains, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens qui peuvent être en souffrance morale, en souffrance psychosociale. Ce sont des gens qui peuvent aussi relever d'une psychothérapie, qui peuvent aller faire la démarche d'aller voir des psychologues, tout simplement. Maintenant, pourquoi les gens s'intéressent? Parce qu'il faut le dire, il faut le dire que les Marocains se sont beaucoup ouverts au monde. Le monde, il est moderne. Le monde, il est moderne. Ils se sont ouverts au monde. Je veux dire, il y a les télévisions maintenant. On sait ce que ça veut dire un psychologue. On les voit à la télé, avant même la télé marocaine. On les a vus à la télé française. On a vu des films où il y a des psychologues. Donc finalement, c'est plus quelque chose qui repousse les gens. Parce que c'est vrai que la psychologie, en général, renvoie à la folie. On voit la folie. Je ne vais pas voir un psychologue. Les gens, ils vont me considérer, je vais être taxé de fou. C'est vrai que même en France, les gens le disaient. Ils le disent encore, peut-être beaucoup moins qu'au Maroc, mais ils le disent. Mais c'est vrai aussi que le Maroc, vous le savez très bien, le Maroc c'est un pays aussi qui relève de sciences occultes. Je veux dire, on est aussi, il y a des dispositifs thérapeutiques qui relèvent des sciences occultes où on va essayer, par exemple, pour soulager certaines souffrances. Donc la place du psychologue aujourd'hui au Maroc, les gens ils se disent, je vais voir, d'ailleurs on les reçoit en thérapie, des gens qui vont dans des sanctuaires, chez des marabouts et qui viennent nous voir. Et ils vous le disent? Ils le disent, bien sûr. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou à le dire? Non. Pas du tout. À partir du moment où ils s'inscrivent dans un cadre thérapeutique. En même temps, on essaie de construire cette alliance thérapeutique que j'expliquerai peut-être. Exactement, surtout que vous êtes ethnopsychiatre et justement c'est pour cela aussi que vous êtes avec exactement, nous. Exactement. Alors Rizlan Shraibi, pour vous justement, comment vous expliquez cet engouement pour tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, du développement personnel chez nous au Maroc? Alors les repères au Maroc sont en train de bouger, sont passés par des tremblements de terre. Le château qui était la famille s'est quand même fissuré quelque part avec tous les divorces qu'on rencontre, les familles recomposées. Les repères ont changé parce que beaucoup de femmes divorcées qui sont devenues elles-mêmes pères de famille. Les hommes ne trouvent plus leur place dans cette société. Quel est le rôle de cet homme face à quel genre de femme? Une femme qui est devenue un homme comme les autres, quelque part finalement, par son travail, son activité, son inscription en tant que citoyen dans la société marocaine. Ce qui tenait aussi, ce qui était de l'ordre de la communauté dans une société arabo-musulmane, ça aussi ça a éclaté.
Et on est passé d'une société communautaire à une société assez individualiste, je dirais, sans pour autant que cette individuation, c'est-à-dire la réalisation de soi, se soit faite au passage. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils se rendent compte que il y a une lacune, il y a un malaise. Voilà, exactement. Younes El-Hiaoui. Alors justement, par rapport à vous, vous avez lancé Nafs Magazine il y a environ 1 an. Et souvent, on est habitué dans les autres magazines marocains d'avoir la rubrique psychologie. Sauf que vous, c'est tout un magazine qui est consacré à la psychologie, au développement de soi, à l'épanouissement personnel. Absolument. Je préfère ce terme d'épanouissement parce qu'il va regrouper un certain nombre de disciplines, justement, comme la psychologie, le coaching, le développement personnel, et puis d'autres disciplines comme le yoga, la nutrition, etc. Pourquoi un magazine? Oui, effectivement, ces rubriques de développement personnel et psychologie, ce n'est pas une chose nouvelle au Maroc. Par contre, jusque-là, ces articles-là étaient éparpillés dans des supports, dans des magazines dont ce n'était pas la vocation nécessairement. Quand on lit un magazine sportif ou politique ou économique, ce n'est pas dans ce magazine-là qu'on s'attend à tomber nécessairement sur un article. Et si on tombe dessus, c'est parfait. Mais dans un magazine bon féminin, oui. Dans un magazine féminin, oui, pas plus que masculin. Pas plus que masculin. Non, simplement, ce qu'apporte Nafs Magazine, c'est qu'on retrouve toutes ces disciplines concentrées et on sait pourquoi on va aller prendre ce magazine-là, parce que je suis intéressé non pas par la politique ou le sport ou l'économie, par exemple, hein, qui sont des sujets tout à fait nobles, mais je vais me concentrer sur un domaine de ma vie qui m'intéresse, qui est mon propre épanouissement. Et là, peut-être un complément par rapport à votre question d'avant. Pourquoi cet engouement? Moi, j'y vois une symbolique. Il faut voir lorsqu'il y a des engouements, qu'est-ce que ça veut dire d'une société. Et ma lecture personnelle, c'est qu'il y a vraiment un recentrage sur soi. Un recentrage, on recentre son attention sur nous-mêmes, alors que ça fait des décennies, y compris au Maroc, que ce n'est pas forcément le cas. La maman, par exemple, ça fait des décennies qu'elle est centrée sur sa famille, sur ses enfants, sur son mari. Et puis maintenant, la société change. Heureusement, le disait Rizlan, il y a une émancipation. Et donc, dans ce brouhaha de sujets de focus, eh ben, on a envie de se recentrer sur soi, de passer un petit peu de temps avec soi et de lire sur nous-mêmes. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi, ça vient aussi démontrer une forme de démocratisation du mal-être? Je me sens mal. Aujourd'hui, je peux en parler. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ressentent la même chose que moi. Le fait que ces émissions de radio et de télé soient là, quand on parle de sujets, eh bien, les téléspectateurs, les auditeurs se sentent concernés, se disent « Tiens, il n'y a pas que moi qui ressens ça ». Finalement, nous sommes nombreux à le ressentir, donc il y a une forme de démocratisation aussi de la prise de parole, appeler pour avoir le conseil, envoyer un mail pour avoir un conseil. Est-ce que vous avez des échanges avec vos lecteurs, justement? Beaucoup. Quels sont les sujets qui intéressent le plus? Beaucoup. Les sujets, vous serez surprise de voir que les sujets qui intéressent le plus sont les sujets les plus simples, les plus ancrés dans le quotidien. La communication avec mon conjoint. La prise de parole en public, en entreprise, comment coacher mon enfant qui n'arrive pas à se concentrer, etc., etc. Le bonheur, la joie est au centre de toutes les questions. Les gens ont envie d'être heureux, quelle que soit leur vie, quel que soit leur revenu. Ils ont envie de pouvoir profiter de cette vie. Et c'est vrai que la mondialisation a fait qu'on est conscient aujourd'hui que la vie passe vite, qu'il est urgent de s'occuper de soi pour mieux s'occuper de sa famie. Et les sujets sont autour de ça. Alors, docteur Jalil Nahas, justement, par rapport à tout ce qui est dit, on regarde, on écoute, on lit, mais est-ce qu'on consulte? Oui, ce qui m'a beaucoup étonné au Maroc, depuis 2 ans maintenant que je fais des allers-retours, en fait, j'avais pas un jugement de valeur sur la société marocaine, est-ce que les gens consultent ou pas, mais j'avais cette idée un peu de le psychologue quand même, bon d'abord c'est cher, hein, les consultations trop chères, et puis il n'y a pas des institutions, à ma connaissance, il n'y a pas des institutions où... Parce que vous êtes entre la France et le Maroc, exactement, mais oui. Principalement en France. Oui, bien sûr. Et puis, voilà, il n'y a pas des institutions qui proposent des psychothérapies gratuites, hein. Ou alors, il y a parfois, il y a des gens qui le font de manière, mais vraiment de manière très volontaire, très humaniste, mais bon voilà. Donc ça reste quand même quelque chose qui est cher, ce qui n'est pas toujours évident pour les gens. Mais quand même, ça m'a agréablement étonné de savoir et de rencontrer des gens qui commencent à parler de certaines choses. C'est un double tranchant en fait. Les gens utilisent beaucoup de concepts, beaucoup de mots en psychologie. Il est dépressif, il est anorexique, il est alcoolique, il est ceci. Les gens ne le savent pas, mais au moins,
ils prononcent les mots. À partir du moment où ils prononcent les mots, ils sont en train d'intégrer un monde de la santé mentale, au fait. On parlait de la santé physique, on commence à parler de la santé mentale. Et les Marocains, agréablement étonnés encore une fois, les Marocains, ce sont des gens, d'abord, qui ont le droit d'être malades aussi, voilà, mentalement, et ils consultent, ils commencent à consulter. Je vais vous dire quelque chose aussi. La santé mentale, et puis le fait d'aller consulter, ce n'est pas l'apanage d'une élite donnée. Le fait d'aller consulter, c'est vraiment devant la souffrance, vous savez très bien, il n'y a plus de classe sociale devant la santé mentale. On peut habiter dans une grande, on peut tomber malade, et on peut habiter dans une petite maison, dans une petite chambre, et on peut tomber malade aussi. Tout à fait. Et j'étais étonné de voir, parmi les gens que je reçois moi-même en psychothérapie, des petites bonnes, des gens qui n'ont pas les moyens d'eux, et après on essaie aussi comment le dire, d'accorder un petit peu nos prix à ces gens-là pour qu'ils puissent au moins venir nous parler. Parce que qu'est-ce qui est très important dans cette affaire de psychologie, en fait, c'est d'aller rencontrer les gens et de leur permettre de venir nous rencontrer, pour nous parler de leur histoire. Pour parler de leur histoire, pour qu'on puisse s'accaparer quelque part leur histoire qui est la leur, bien entendu, mais ça l'accaparer pour mieux comprendre et pour qu'on les pousse à une prise de conscience de leurs propres problèmes. Une amélioration de leur état. Absolument. Allez-y. Je finis quelque chose, mes étudiants qui nous regardent le comprendront très bien. On ne cherche pas à guérir. On ne cherche pas à guérir, ne sont pas des médecins généralistes on ne cherche pas à guérir, on cherche à soigner. Mais on va soigner qui? On va soigner des gens qui, eux, vont faire le choix de porter leur histoire. Encore faut-il leur donner les moyens. Alors on va revenir sur cette notion de guérir et soigner parce que c'est très important. Absolument. On ne va pas la laisser passer très vite, mais je voudrais revenir à vous, Rizlan Charaibi. Est-ce que vous confirmez ce que dit Dr Jalil Nahas, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui on consulte plus, mais est-ce qu'aujourd'hui le psychologue est toujours considéré comme celui qui va, on va dire pas guérir, mais soigner l'élite? Oui. Alors justement, l'enjeu aujourd'hui au Maroc, on a un peu éclaté les tabous, dépassé le fait de dire oui, si je vais consulter, je risque d'être stigmatisé comme fou, et donc c'est dangereux pour mon intégrité. C'est les médias qui ont réussi un petit peu à démystifier. Depuis franchement une dizaine d'années, la radio essentiellement, il y a des émissions quotidiennes qui vulgarisent, qui rendent accessible, et les gens commencent à prendre conscience. Et tout ça, on le fait pourquoi? On le fait pour redonner une dignité aux citoyens marocains et à la citoyenne marocaine. C'est vraiment, en tant que psy, que ce soit psychothérapeute, psychologue, psychiatre, chacun à son niveau, on se doit d'être sur le terrain. Parce que si, vous l'avez si bien dit, le Marocain a le droit d'être malade, mais il a droit à avoir accès à cet accompagnement pour aller dans un mieux-être. Je fais beaucoup de bénévolat au CHU à Casablanca, mais c'est un monde qui s'ouvre à eux, c'est tellement touchant, voilà, bon, en même temps on doit vivre de notre métier, on ne peut pas faire que du bénévolat, mais c'est notre devoir de faire aussi du bénévolat et d'aller sur le terrain. Il suffit juste qu'il touche à la chose. Les problématiques les plus communes, les plus récurrentes que vous rencontrez? Il y a énormément de problèmes d'estime de soi pour les femmes. Si je dois généraliser et être un peu réductrice, mais bon, estime de soi pour les femmes et chômage pour les hommes, qui donne vraiment une grande blessure narcissique. Le chômage, on a l'impression que oui, c'est une partie de la population, mais en fait, c'est quand même dans certaines couches sociales, c'est la réalité. C'est plus de 50% de cette classe-là. Docteur Jalil Nahas, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que les médias ont beaucoup participé à la vulgarisation de la chose. Bien entendu, c'est sûr. Mais il faut dire aussi qu'il y a des institutions maintenant qui forment des psychologues, qui les forment ici au Maroc. À l'époque, pour faire psycho, comme moi par exemple, on allait en France pour faire psycho. En France ou en Belgique, ou surtout en France. On est des francophones, donc on allait plus en France. Mais aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus. Ils restent ici à Casa, au Maroc, pour faire des études de psycho. Donc on forme des psychologues. On forme des psychologues, on a formé de très bons psychologues qui arrivent sur le terrain. Donc encore une fois, grâce à ces institutions quand même, je fais la pub à aucune institution, mais grâce à elles, c'est une réalité. Grâce à elles, on commence à former ces psychologues qui, eux, ont des familles, ont des amis, on commence à en parler. Vous passez dans certaines rues ici à Casa, mais on voit des institutions qui font... Et même, encore mieux, on peut même enseigner de la psychologie dans des écoles comme les ressources humaines. On peut enseigner de la psychologie, ou les futurs DRH devraient quelque part aussi avoir des notions de psychologie. Mais justement, l'importance de l'ethnopsychologie, parce que parler de psychologie, oui, mais parler de psychologie dans un contexte particulier, le contexte de la société, c'est vraiment le plus, c'est ce qui est important.
Très important. Je voulais juste un petit peu compléter par rapport à Rizlan sur les types de souffrances qu'on a au Maroc. Moi, je rajouterais quand même les décrochages scolaires, les violences faites aux femmes, ici au Maroc. Ça, il faut le dire. C'est mon terrain qui parle. C'est mon terrain qui parle. C'est mon terrain. Donc, et puis, on commence quand même à voir arriver sur le terrain des cas d'anorexie mentale. Des jeunes filles, parce que ça touche plus le sexe féminin que le sexe masculin. Des jeunes filles qui se privent de nourriture ou alors qui se vomissent, ou alors c'est l'anorexie mentale. Voilà, on n'a pas le temps vraiment de détailler. On reviendra sur ce sujet éventuellement. Donc par rapport à votre question sur la psychiatrie transculturelle, moi je me suis dit au fait... Ce que moi j'appelais l'ethnopsychologie, c'est-à-dire la psychologie dans le cadre d'une société. Vous l'appelez la psychiatrie, vous savez, il y a plusieurs appellations en fait. Il y a la psychiatrie transculturelle, il y a l'ethnopsychiatrie, il y a la psychanalyse. Et on dit aussi l'ethnopsychanalyse ou l'ethnopsychologie. En fait, c'est juste une appellation. Mais le plus important, c'est quoi? C'est comment la psychologie pourrait s'adapter à la culture. Absolument. À la culture. Quelque chose de très important en fait. Comment la psychologie pourrait sortir de l'idéologie dominante, la psychologie occidentale, où il y a des chapelles. On est des freudiens, on est des lacaniens, on est des jungiens, on est des... J'ai appris avec le terrain, parce que c'est le terrain qui nous apprend. Bien sûr, il faut avoir un diplôme pour exercer. Mais le terrain, c'est un diplôme plus important, parce qu'il nous pousse à nous adapter et surtout, il nous pousse à travailler sans procuration. C'est sûr que ce que vous dites, ethnopsychiatrie, ethnopsychologie, pour moi c'est un pléonasme, parce que si on ne s'adapte pas au milieu auquel on s'adresse, bon, ben, y a un décalage. Je vais juste poser la question à Younes, justement, par rapport à la structuration du magazine Nefs, qui est, on va dire, le premier magazine dédié à l'épanouissement personnel au Maroc. Absolument. C'est bien d'apporter des articles, mais comment ça se construit? Est-ce que pour chaque sujet s'adapte au contexte culturel marocain? Toujours. Ce que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure, effectivement, on a orienté le sujet vers la psychologie. En réalité, c'est pas la psychologie qui intéresse les gens. La psychologie en tant que discipline, c'est quelque chose, il y a des encyclopédies pour ça, il y a Internet pour ça. Ce qui intéresse les gens derrière, ce qu'on lit derrière cet engouement vers la psychologie ou le coaching ou toutes ces disciplines-là, c'est un engouement vers finalement ce qui leur fait du bien, des choses qu'ils ont besoin de comprendre. D'accord ? Il y avait beaucoup de tabous. Et les médias ont formidablement participé à faire sauter ces tabous-là. D'accord ? Aujourd'hui, ces tabous ayant été éradiqués ou en cours d'éradication, ben, les gens se retrouvent vers eux. Donc j'insiste que ce n'est pas la psychologie en tant que discipline. Et pour répondre à votre question, à la rédaction, on ne traite pas de psychologie. On ne va pas parler de ce que c'est que le coaching. On ne va pas expliquer ce que c'est que le yoga. Ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Ce qui leur intéresse, c'est ce que ces disciplines-là peuvent leur apporter dans leur vie quotidienne. Mais dans leur contexte, c'est par rapport à leur problématique sociétale. Si ma problématique, c'est la communication que j'ai avec mon épouse, par exemple, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de quelques clés de compréhension et de réponse. Maintenant, la réponse peut venir de la discipline psychologie, de la thérapie, mais du yoga. Je vais vous donner un exemple maroco-marocain, en fait, si vous permettez. On va prendre, par exemple, le cas d'un problème de couple. Oui. Et on va dire que l'épouse se plaint de sa belle-mère. Ok, je vois des sourires. L'épouse se plaint de la belle-mère et on connaît le positionnement de la belle famille dans notre société marocaine. Ce sujet, si on le Google, on va avoir une explication, on va dire occidentale, qui ne s'adapte pas à notre société à nous. Par contre, si je m'adresse à un magazine marocain ou si je m'adresse à un psychologue dans mon contexte marocain, j'attends une solution qui s'inscrit dans la dynamique de ma société. Absolument, absolument. C'est Paul Valéry qui disait, il me semble, les gens diffèrent dans ce qu'ils montrent et se ressemblent dans ce qu'ils cachent. Finalement, on est aujourd'hui dans la planète est un petit village aujourd'hui. Et on a tendance à dire les problèmes de l'Occident sont différents du problème de l'Orient. En façade, oui. Sur la structure identitaire des gens, l'être humain est semblable là où il est. Ce qui est intéressant dans les médias, absolument, c'est là où je voulais en venir. Le rôle des médias maintenant, c'est d'apporter cette contextualisation. Toujours. C'est la contextualisation qui va apporter des clés de compréhension d'une société, mais pas de l'être humain. Pas de l'être humain. L'être humain a ses peurs, assez complexe, il tombe amoureux, il est parfois timide, il a des problèmes en entreprise, autant en Occident qu'en Orient, par exemple. L'être humain dans sa structure identitaire elle-même.
Mais les causes la société, ne sont pas les mêmes, les peut-être. codes, les apparences causes ne sont pas les mêmes. aussi. Les causes et les codes. C'est vraiment la force de Nafs Magazine dans le sens qu'il répond à des besoins maroco-marocains. D'accord. Et à la base, l'article part du besoin, de la problématique, et au-delà de dire le quoi, chez Nafs Magazine, on va dire le comment. C'est de donner des clés de réponse. Docteur Jalina. Oui, notre propos, en tout cas le mien, mon propos à moi, c'est pas d'inventer une psychologie marocaine. Très loin de là. On est des psychothérapeutes, on est des cliniciens. Je veux dire, on a été formés dans des écoles dans des écoles aussi occidentales. Mais le plus important, c'est comment utiliser la culture comme levier thérapeutique, en fait. Justement, Mais pourquoi ne pas inventer une psychologie marocaine, justement? Où serait le mal? Justement, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le culturalisme, en fait. Nous, avoir la culture comme levier thérapeutique, c'est pas sombrer dans ce qui est culturaliste, en fait. Moi, je prends la culture au sens de Lévi-Strauss. De Lévi-Strauss quand il parle de symboles. Si on peut simplifier pour les téléspectateurs. Oui, les systèmes de symboles, la culture, taqafa. La culture, c'est des systèmes de symboles comme l'économique, le langage est le véhicule de la culture, la religion, toutes ces choses-là, au fait, au sens de Lévi-Strauss. Quand je reçois en France, à Paris, quand je reçois un participant, je les appelle jamais patients, je les appelle participants, parce que le patient renvoie à la maladie, au fait. Et croyez-moi que le mot participant, il m'a été vraiment offert sur un plateau nord par une étudiante à moi, pour vous dire qu'on apprend tout le temps, tous les jours on apprend. Voilà. Quand je reçois un participant, parce qu'il participe à l'élaboration de son histoire, c'est très important quand même. Quand je le reçois en France, à Paris, je ne reçois pas un participant marocain, je reçois un participant porteur d'une certaine culture marocaine. Vous savez, la culture est polymorphe. La culture est mobile, est plurielle. Il n'y a pas une culture marocaine une. Le Rif, c'est pas Agadir, c'est pas les Berbères du Sud, c'est pas Fès, c'est pas Oujda, c'est pas le Sahara. Justement parce que justement en France, les gens n'ont pas compris le concept de la culture et de la communauté. Ils croient qu'il y a une communauté maghrébine et une communauté marocaine. C'est pour ça que je vous dis, quand je reçois un participant marocain, je reçois un participant qui est porteur d'une certaine culture. Et j'essaye d'apprendre de cette culture. Moi-même, qui suis d'origine marocaine, je peux vous dire que j'apprends beaucoup de choses de cette personne aussi. Comme le dit Tobinaton, on est aussi, on apprend de l'école des autres. De l'école des autres, qui nous apprennent beaucoup de choses. C'est pour ça que le psychologue devrait, quelque part, et c'est ce que je partage avec tous les gens que je croise ici au Maroc, devrait descendre de son piédestal. C'est vrai que ça serait vraiment intéressant de ne pas rester dans cette hiérarchisation du sachant et du patient. On est en parallèle, on est dans une création de possibles, on n'est pas dans un formatage à imposer une façon d'aller mieux, il n'y a pas un critère, et justement partir de cette personne-là et créer un lien, et c'est ce lien-là qui va mais ça, vous, en tant que spécialiste, vous le constatez où? Ce format de fonctionnement? Le format de fonctionnement, malheureusement, on est quand même dans une société, là, la majorité des Marocains qui sont en train de découvrir toutes ces nouvelles matières-là, toutes ces nouvelles disciplines. Et par exemple, moi, quand je fais du bénévolat à l'hôpital, bon, je mets une blouse blanche parce que c'est comme ça que ça fonctionne à l'hôpital, et on m'appelle doctora, Ntilli Arfa, c'est vous qui savez, vous êtes docteur, moi je sais pas, mais pas du tout. C'est criminel de continuer à alimenter ce genre de croyances. Absolument. Il faut que je puisse leur remettre leur propre télécommande entre les mains. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas mieux que toi. C'est toi la spécialiste parce que c'est toi qui souffres de ça. Donc je ne suis là qu'en tant qu'aidante selon ta spécificité. Je pars, par exemple, il y a le concept de Radat al-Walidin, voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bénédiction, voilà, merci, bénédiction parentale. Et comment se réaliser sans heurter la bénédiction parentale, sans risquer quoi que ce soit dans ce lien familial. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de psychologie marocaine, parce qu'il y a des notions qui sont propres, on va dire, à notre société marocaine, maghrébine, musulmane, arabe. On les utilise. Eh oui. On devrait les utiliser. On devrait s'obliger même de les utiliser, au fait, pour partager le langage. Parce qu'il y a une différence entre le jargon clinique, que nous avons nous tous, et puis le langage de celui qui vient nous voir, qui vient nous rencontrer. Je parle toujours de rencontre, qui vient nous rencontrer. Ce langage, justement, pour connaître ce langage, il faut que je m'adapte à lui. Il faut que je m'adapte. Donc si je m'adapte à lui, forcément, il faut que je parle son langage. Il faut que je parle son langage, sinon il ne comprendra pas
le dispositif thérapeutique ne va pas le comprendre. Et quand on les reçoit, et quand on descend de ce piédestal, et on leur parle avec leurs mots. Parce que c'est quoi le psychologue clinicien, en fait, pour les gens qui nous regardent? C'est celui qui agit sur la réalité de la personne. Mais alors justement, est-ce que, par exemple, en termes de papier, de magazine, où il n'y a pas ce face-à-face avec le lecteur, est-ce que c'est possible de procéder de la sorte? Ou bien c'est finalement un discours plus général, plus commun, avec des conseils plus globaux aussi? Alors, je ne peux vous répondre que par rapport au support que j'ai le plaisir de gérer. Il y a une interaction. Elle n'est pas aussi directe que vous le pensez, mais il y a une interaction. Parce que Nafs Magazine est un support d'experts. Ce sont d'abord des experts qui exercent, qui sont confrontés à ces problématiques dans la vie réelle, dans leur profession, et qui produisent dans le cas de Nafs Magazine. Donc ce qu'ils disent n'est absolument pas déconnecté de la réalité. Il y a une trentaine d'experts qui travaillent dans cette belle équipe-là, de différentes disciplines, et qui sont complètement connectés à la société. Ensuite, aujourd'hui, dans un monde mondialisé, il y a le digital, il y a Internet aujourd'hui, où l'interaction est quasi immédiate, en temps réel. C'est-à-dire les commentaires sur les réseaux sociaux tombent immédiatement. Les lettres, on les reçoit. Les appels, on les reçoit également. Nafs Magazine, aujourd'hui, existe dans les deux langues. Et l'engouement, il est dans les deux langues, justement. C'est symbolique d'un intérêt. Est-ce que ce genre, par exemple, de magazines, d'émissions radio-télé, c'est pas finalement aussi une soupape? Ça permet aux gens de respirer, d'avoir une bouffée d'oxygène, d'être écoutés, d'avoir l'impression d'être écoutés, même si, on va dire, ils ne participent pas directement à ces émissions, mais se dire on me comprend, on m'écoute, on parle de moi. Si vous le permettez, on revient sur ce point juste après la petite pause. À tout de suite. On revient pour la deuxième partie d'On se dit tout. On reste ensemble sur le plateau de Média TV, on se dit tout. On continue. Dans un petit moment, on va parler de chute de cheveux avec le docteur Leila Ben Ammar. Elle sera avec moi sur le plateau. Mais avant, bien sûr, on continue cette discussion sur la place du psychologue dans notre société marocaine. Sa place et son rôle, on en parle avec vous. Jalil Nahas, docteur en psychologie, ethnopsychiatre, psychothérapeute enseignant à Paris et à Casablanca. Rizlan Charaibi, vous êtes psychothérapeute fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative. Et Younes Lhiaoui, vous êtes directeur de la rédaction et de la publication de Nafs Magazine, également coach, consultant en développement personnel. On revient sur l'importance de toutes ces émissions, de ces magazines qui parlent de psychologie, de développement personnel et d'épanouissement personnel. Est-ce que finalement, c'est pas aussi l'expression d'un besoin de la société, et c'est la bouffée d'oxygène aussi d'une grande partie de nos concitoyens? Vous vouliez répondre là-dessus, docteur Jalil? Si les magazines existent, c'est qu'il magazine, radio, télé, émission, tout ça, enfin. C'est qu'il y a une demande qui existe. Absolument. En France, il y a le journal des psychologues, il y a les psychologies, puis il y a pas mal, il y a au moins une centaine de magazines sur la psychologie. C'est que la demande, elle existe. Et là, absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui ne peuvent pas se permettre, moi je dis, qui ne peuvent pas se permettre d'aller consulter, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre, au moins, ils pourraient lire. Ils ne peuvent pas se permettre, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? D'abord, ou alors, ils n'ont pas fait encore le pas. Oui. D'abord, peut-être une question de moyens aussi, bien sûr. Ou alors, ils n'ont pas fait le pas. Pourquoi ils n'ont pas fait le pas? Parce que... L'acceptation? L'acceptation. Allez consulter. Allez consulter. Parce que je dis tout le temps à mes étudiants, la psychothérapie, elle commence quand, en fait? C'est pas le jour où on arrive chez le psychothérapeute ou le psychologue. Elle arrive quand les gens prennent la décision d'aller consulter. Mais il y a des gens qui prennent beaucoup de temps. Il y a des gens qui vont prendre 2 semaines pour aller consulter. Il y a des gens qui vont prendre 1 mois. Il y a des gens qui vont prendre 2 ans. Il y a des gens qui vont jamais prendre la décision d'aller consulter. Donc voilà. Encore une fois, les gens qui ne vont pas consulter, mais peut-être ils vont lire Nafs, ils vont lire des magazines qui traitent certaines questions. Ce n'est pas une thérapie, bien entendu, mais quand même, ça nous permet. C'est un pas très important et ça pourrait démystifier. Alors justement, mais la question qui se pose aussi, c'est consulter qui? Donc là, on a un psychologue, on a un psychothérapeute, on a un coach. Il y a aussi bien sûr les psychiatres. Consulter qui? Rizlan Charaibi, ça c'est un point qui est très important pour vous. Oui, effectivement, parce qu'on voit de tout, il y a beaucoup d'amalgames et le grand public n'est pas particulièrement informé. Pour lui, c'est les psys. Alors voilà. Alors bien savoir que le psychiatre, c'est un médecin qui a quand même près de 15 ans de spécialité et d'études, et c'est le seul habilité à prescrire une médication. Et voilà, et il peut faire de la cothérapie avec un psychologue ou un psychothérapeute pour pouvoir accompagner une personne en souffrance. Mais comment savoir à qui m'adresser? Est-ce que finalement, on se rabat pas souvent
aujourd'hui, dans notre société, et peut-être que Younes ne va pas vraiment apprécier ma question, mais on se dit, je vais aller voir un coach, ça fait moins peur, et je me sentirai moins malade. Écoutez, il n'y a aucune raison pour que je ne cautionne pas la question, elle est tout à fait valable. Le coaching a porté ce que la psychologie ou la psychiatrie portait de tabou jusque-là, malheureusement. D'accord. Dans notre société, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, tous les préfixes psy étaient liés à quelque chose de pathologique, à quelque chose d'important, une schizophrénie, à des choses vraiment relativement graves. Alors qu'on peut consulter ou se faire accompagner pour des thématiques beaucoup plus ancrées dans le quotidien. La gestion de mes émotions, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété ou de l'angoisse, la prise de parole en public. Alors moi, je voudrais vous poser une question par rapport à cela. Moi, je ne suis pas psy et je ne suis pas coach. Mais je fais ce genre d'émission depuis très longtemps. Et je me dis, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais de ce que j'ai appris avec vous et avec tous les autres spécialistes que j'ai pu recevoir, souvent, ce qui peut paraître comme un problème simple à régler est beaucoup plus complexe parce qu'il est tiré par des ficelles beaucoup plus profondes. C'est vrai. Et donc souvent peut-être non, mais si je m'adresse à un spécialiste pour un problème de prise de parole ou un problème de confiance en soi, finalement, ce qui régit tout ça est beaucoup plus profond et ancré dans un mécanisme psychique plus important. Absolument, absolument. Il faut vraiment... La réponse de Younes, après... Je vais repasser la parole à Rizlan. Il y a un seul point qui me tient vraiment à cœur, c'est que, in fine, ce n'est pas à ce point important à qui je m'adresse. À partir du moment où je m'adresse, à une profession qui a une déontologie et qui pratique dans les règles de l'art, qui a des formations, des certifications, une expérience, une réputation, premier critère. Deuxième chose, à partir du moment où je suis écouté, parce que je pense que mes collègues valideront que le premier besoin, d'accord, dans ces thérapies-là, c'est de trouver une oreille, une écoute active, de l'empathie. Ensuite, selon certains, il y a la tendance du coaching, ok, je pense qu'elle va passer. Pour d'autres, ils veulent des choses beaucoup plus cadrées, pédagogiques, ils vont avoir recours à un psychanalyste, c'est la fameuse image du divan. Par exemple, de la thérapie, on parlera peut-être de d'autres formes de thérapie beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables, comme l'art-thérapie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait collectivement d'ailleurs. Une thérapie n'est pas forcément quelque chose de très grave, d'absolument triste, d'absolument anxiogène. Thérapies qui se font de groupe. Qui se font dans... Il y a des ateliers qui se font dans la bonne humeur maintenant. L'important n'est pas de soigner uniquement le symptôme, l'important est de soigner la cause. De la même manière que la fièvre est symptomatique d'une infection ailleurs. Maintenant, dire que chaque infection est extrêmement grave et qu'elle est mortelle, non. Bien sûr que je vais venir vous parler d'une problématique de prise de parole en public et que la véritable problématique se situe ailleurs. Mais c'est ailleurs, ce n'est pas mortel, ce n'est pas nécessairement dramatique. C'est aux experts d'évaluer si ça relève de leur sort de traiter une problématique comme ça ou pas. C'est exactement la théologie. C'était mon premier point, justement. Exactement. Rizlan, vous vouliez rebondir sur ça? Il faut vraiment structurer ces métiers-là au Maroc. On en est loin, à part l'ordre des médecins qui font très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas d'ordre de psychothérapeute, il n'y a pas d'association de quoi que ce soit. Alors les coachs se sont un peu organisés avec l'association internationale ICF avec un chapitre au Maroc. Il serait temps qu'aujourd'hui, on commence à vulgariser ça pour le grand public. Un psychothérapeute ne peut pas s'improviser psy après avoir fait 3 week-ends de développement personnel. Ne peut pas s'improviser psy quoi? Psychothérapeute. Un psychothérapeute ne peut pas s'improviser? Psychothérapeute. Non, vous avez dit un psychothérapeute ne peut pas s'improviser psychothérapeute. Alors il est déjà psychothérapeute. Il peut pas s'improviser, en tout cas après avoir fait 3 week-ends de développement personnel. Il y a un certain nombre d'heures de pratique, un certain nombre d'heures de supervision obligatoire dans une éthique et une déontologie. Il faut avoir été formé en psychopathologie justement pour connaître ses limites en tant que psychothérapeute et référer à un psychiatre. Mais ça ce n'est pas uniquement le cas du Maroc, c'est-à-dire que même la France n'est pas encore... C'est nouveau. C'est nouveau. Ils sont à peine en train de se structurer. De se structurer. Vous allez mieux, oui, voilà. Ils viennent de voter des lois en France
pour vraiment structurer la profession de psychothérapeute. Ouais. Il faut qu'on sache que le diplôme, justement, c'est un lapsus révélateur. La psychothérapie, c'est pas un diplôme universitaire académique comme la psychanalyse d'ailleurs, hein, comme la psychanalyse. Les seuls diplômes qui soient universitaires académiques, c'est la psychologie clinique, c'est la psychiatrie, bien entendu, c'est la psychiatrie. Donc voilà. Ceci dit, il y a de très bons psychothérapeutes qui ont un très long passé Même l'enseignement de la psychologie est récent au Maroc. Mais oui, bien sûr, il est récent depuis, on va dire... Enfin, il est récent au Maroc, non. Oui et non. Depuis 2006, oui, depuis 2006, on commence à enseigner de la psychoclinique dès la première année. Par contre, la psychologie, elle est ancienne, mais sauf que c'était dans un bloc. Dans un bloc où il y avait la philosophie, la sociologie, et puis voilà. Mais depuis 2006, non, je crois que c'est 2003. Depuis 2003, on a commencé à enseigner la psychologie dès la première année. Ceci dit, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à ce métier de psychologue, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs appellations, Rizlan l'a très bien expliqué par ailleurs, hein, mais on ne devient pas psychologue comme ça parce qu'on aime faire ça. Ce n'est pas possible. Devenir psychologue, on va affronter la souffrance humaine. Il faut qu'on se prépare, bon sang. On n'est pas devant des robots, on est devant des êtres humains qui sont en souffrance. Bien entendu, donc faire un travail sur nous-mêmes, faire un travail sur nous-mêmes obligatoire pour justement qu'on essaie au moins de nous comprendre un tout petit peu, comprendre notre passé. Vraiment, je finis en 2 mots, je finis vraiment. Et pour justement aller comprendre ce qui a fait mal. Vous avez très bien parlé tout à l'heure des causes, c'est-à-dire ce qui pousse les gens à venir nous voir. Et aller pouvoir pour justement qu'ils arrivent à se soigner. Mais on ne va jamais guérir, on le disait au début de l'émission, on n'arrive jamais à guérir. Et puis les gens, ils vont vivre avec. Mais justement, ce que vous dites peut faire peur aux téléspectateurs. Mais justement, oui. Bien sûr, mais je comprends très bien votre question. Parce que bon, on ne va pas leur raconter n'importe quoi à ces gens-là, ils sont très capables. Ils seront très capables de porter leur histoire. Encore faut-il qu'ils s'inscrivent dans un dispositif thérapeutique qui leur permet justement de faire un travail sur eux-mêmes. Mais quand vous dites en fait on ne guérit pas, on soigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend aux gens à vivre avec, à cohabiter. Très bien. Voilà. Ça veut dire que nous, les cliniciens en général, on ne travaille pas sur l'oubli. On ne dit pas aux gens qu'il faut oublier ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre l'origine du mal. Très bien. Pour comprendre l'origine du problème, de la problématique en fait, de la problématique plutôt, pour comprendre l'origine et pour que la personne puisse vivre avec. À partir du moment... sans trouver de coupable. Après, il y a le tiers maltraitant. Maintenant, la nouvelle psychologie clinique travaille sur le tiers maltraitant, mais ça demande une autre émission, une autre émission. Et quand les gens pourront vivre avec ce qui a fait mal, ils n'auront plus besoin de psychologue. Alors, Younes, justement, ce besoin d'épanouissement, votre magazine, vous l'oriente avant tout vers l'épanouissement de l'être humain. Absolument. Pas vers la psychologie ou uniquement le développement personnel, mais c'est l'épanouissement. C'est justement un ressenti de toute une société ou ça reste quand même élitiste? Absolument pas élitiste. Le fait que le magazine soit en arabe, Nafs Magazine et Majallat Nafs, qu'on trouve dans tout le territoire marocain, on a aujourd'hui des signes d'un véritable intérêt. Encore une fois, non pas pour la discipline, psychologie, thérapie ou coaching ou autre, mais pour les sujets que les gens, les Marocains et les Marocaines vivent dans leur quotidien. Et que ce soit le magazine d'ailleurs ou que ce soit la consultation, aujourd'hui, c'est un geste que je dis écologique. Écologique dans le sens, c'est un espace pour soi, d'accord? Sans magazine, c'est un moment que je passe avec moi-même, à lire sur des sujets. Je vais les dédramatiser parce que je lis sur ces sujets-là, je me dis, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive également aux autres. Que je consulte, c'est un espace d'écoute, d'expression, c'est un espace à moi, c'est mon jardin secret, que je suis accompagné avec un spécialiste. Mais toutes les sociétés sont intéressées par quoi finalement? Par eux-mêmes. Vous savez le fameux dicton, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. On ne parle pas des disciplines, on parle de ce que les disciplines peuvent nous apporter dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est un petit peu aussi l'esprit de l'émission, dont se dit-on. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été mes invités aujourd'hui, de nous avoir un petit peu éclairé sur cette thématique et sur ses ramifications. Au plaisir de vous retrouver très vite sur le plateau d'On se dit tout. Alors, je rappelle, Dr Jalil Nahas, vous êtes docteur en psychologie, ethno-psychiatrie, psychothérapeute, enseignant à Paris et à Casa. Lors du prochain retour au Maroc, on vous recevra. Avec plaisir. Avec plaisir, Sidi. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Rizlan Shraibi, psychothérapeute, fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative. Merci. Et Younes El-Hiaoui, directeur de la rédaction et de la publication de Nafs Magazine, coach consultant en développement personnel. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble sur Média TV pour parler de chute de cheveux. À tout de suite.
Allez, on revient sur le plateau d'On se dit tout, cette fois-ci pour parler de chute de cheveux. C'est la saison, justement. Nous sommes très nombreux à perdre nos cheveux. On se dit que c'est la chute de cheveux saisonnière, mais on a parfois l'impression que ça peut être plus grave. Alors, comment faire la différence? C'est notre sujet du jour aujourd'hui avec vous, Dr Leila Ben Ammar. Vous êtes dermatologue à Casablanca. Bonjour. Bonjour et ravie d'être parmi vous. C'est un plaisir, Leila. Merci beaucoup. Donc, en fait, on perd nos cheveux. C'est la saison. On dit que c'est la chute de cheveux saisonnière. Est-ce que ça arrive à tout le monde? Alors avant de passer juste à cette question, j'aimerais juste un petit peu expliquer brièvement aux gens comment se passe le cycle pilaire. Parce que le cheveu, il a un cycle qui est différent de celui de l'animal qui perd tous ses cheveux d'un coup et qui reprend tous ses poils, disons ses poils d'un autre coup. L'homme, c'est différent. Nous avons un cycle pilaire, mais qui est individuel, c'est-à-dire que chaque cheveu a son propre cycle pilaire qui commence par une phase de croissance qui dure de 3 ans à 6 ans, 3 ans pour les hommes, 6 ans pour les femmes, puis une phase de repos, disons, et puis une phase de chute qu'on appelle une phase télogène. 3 ans à 6 ans? Oui, 3 ans à 6 ans pour la phase de croissance, c'est-à-dire que chaque cheveu, il demande entre 3 et 6 ans pour croître, et puis après, voilà, pour pousser, et puis 3 semaines, disons, pour se reposer, et puis quelques mois, jusqu'à 3 mois pour chuter. Et donc, perdre ses cheveux, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. On est censé perdre entre 100 et 150 cheveux par jour. C'est un phénomène normal, c'est-à-dire moins que 150 cheveux par jour, on ne peut pas parler d'une chute pathologique. Au-delà de 150 cheveux par jour, on peut commencer à s'inquiéter sous certaines conditions. Mais on ne les compte pas, en fait. C'est pas facile de les compter. Et on n'est pas censé les compter parce que ça va nous stresser de les compter. On déconseille généralement aux patients de le faire, mais ils remarquent quand il y a une chute qui est anormale, quand ils commencent à retrouver leurs cheveux sur leurs vêtements ou sur leur oreiller ou par terre. Donc la chute saisonnière, comme vous l'avez bien exprimé, est une chute qui est tout à fait normale. C'est une chute physiologique, c'est une chute qui permet de perdre certains cheveux pour récupérer des cheveux de meilleure qualité. Et ça survient généralement à la fin de l'été, c'est-à-dire qu'avec les rayons solaires, nous avons une croissance des cheveux qui est plus importante. Et donc ces cheveux qui ont poussé un petit peu de manière plus importante en été vont être perdus à la fin de l'été, à partir du mois d'août et à partir du mois de septembre. Et donc, on va dépasser les 150 cheveux par jour. Mais c'est une chute qui reste normale tant qu'elle ne dépasse pas les 4 à 6 semaines. D'accord. Donc, en fait, c'est une chute qu'on retrouve en général pendant l'automne. Surtout en automne, quelquefois au printemps, elles sont moins sévères généralement, mais en automne, elles sont effectivement un peu plus importantes. Elles peuvent conduire à des consultations parce que ça stresse les patientes et les patients. Ce sont généralement les femmes qui le remarquent et qui consultent, mais on leur dit pour leur rassurer que ce sont des chutes qui sont physiologiques, qui sont normales, qui sont censées exister. Tant qu'elles ne dépassent pas les 6 semaines, on n'a pas à s'inquiéter. Donc 6 semaines, à moins de 150 cheveux par jour, c'est vrai qu'on ne les compte pas, ces cheveux. Au-delà de 150 cheveux par jour, on va perdre. Oui. On va perdre, exactement. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, on s'inquiète soit lorsqu'on a une chute en dehors de l'automne, soit lorsque cette chute automnale persiste au-delà de 6 semaines. D'accord. Alors là, effectivement, ça pousse les patientes à venir consulter et le rôle du médecin justement c'est de voir est-ce que c'est une chute qui est normale ou est-ce que c'est une chute qui est pathologique et quel type de chute présente cette patiente, car il est évident qu'il n'y a pas qu'une seule chute de cheveux, mais il y a des chutes de cheveux. Le plus difficile, c'est de poser justement le diagnostic de cette chute de cheveux chronique. Alors, il y a la chute de... Ah, vous parlez directement de chute de cheveux chronique, finalement? Alors, au-delà de 6 semaines... J'allais poser une question, finalement, je rebondis sur ce que vous dites. Parce qu'on parle de la chute de cheveux saisonnière, il y a d'autres chutes de cheveux qui sont pathologiques. Mais pour vous, à partir du moment où elle est pathologique, elle est chronique? Non, pas automatiquement, pas effectivement. Elle est le plus souvent chronique. Il y a effectivement des causes de chute de cheveux aiguës, mais où la chute est tellement importante que la patiente ou le patient viennent automatiquement consulter. On appelle ça les effluviums télogènes aigus ou les effluviums anagènes aigus. Quand on dit anagène ou télogène, ça dépend de la phase où le cheveu chute. Est-ce qu'il était en phase de croissance ou est-ce qu'il était en phase de chute normale, mais qui est beaucoup plus importante? Et les causes sont très variables. À ce moment-là, il y a des causes qu'il faut rechercher dans les 3 mois qui précèdent cette chute. Ça peut être des prises médicamenteuses, ça peut être un stress psychologique très important, généralement après un décès, après un divorce, après un accouchement, c'est ce qu'on appelle les effluviums télogènes du postpartum, qui sont tout à fait normaux. Et j'en profite pour dire aux patientes qui perdent leurs cheveux après l'accouchement que c'est un phénomène naturel et normal et qu'elles doivent l'accepter et que ça va finir par rentrer dans l'ordre. C'est difficile pour les jeunes mamans, avec cette chute d'hormones, avec tout ce corps qui est en changement, et avec justement la chute de cheveux. C'est vrai, parce que c'est pour ça qu'il faut les prendre en charge psychologiquement.
et les aider par certains moyens qu'on peut utiliser, mais surtout éliminer une autre cause qui pourrait faire pérenniser cette chute de cheveux par la suite, notamment les déficits en fer après un accouchement. Donc on ne doit pas juste retenir un diagnostic de facilité, il faut éliminer toujours une cause organique. Il faut faire des analyses pour savoir si la chute de cheveux n'est pas due à une carence? Alors justement, quand on est dans les chutes aiguës, déjà on commence par un interrogatoire, et puis un examen clinique, et puis éventuellement complété par des analyses complémentaires. L'interrogatoire permet d'éliminer d'abord les causes qui sont évidentes rien qu'à l'interrogatoire. Un décès, un accouchement, un divorce, un stress, une opération, une fièvre élevée peut se compliquer 3 mois plus tard par une chute de cheveux qui peut être normale et qui ne nécessiterait pas forcément des analyses complémentaires. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une prise en charge quand la cause est une cause, on va dire, soit psychologique, soit organique? Est-ce qu'il faut une prise en charge? Est-ce qu'il faut un traitement ou ça va s'améliorer tout seul? Ça s'améliore généralement spontanément lorsque le facteur psychologique n'existe plus. C'est un deuil, c'est une phase de deuil et le cheveu va récupérer au bout de 4 à 6 mois. Le plus difficile, c'est de faire accepter à la patiente cette chute de cheveux à un moment où psychologiquement elle est fragile. D'accord. Donc le plus souvent, on aide par des compléments alimentaires et des fois par des leçons anti-chute. Mais dès que le facteur est réglé, le problème est réglé. Donc ça, c'est pour les chutes aiguës. C'est un effet placebo ou ça a un effet réel? Ça peut avoir un effet placebo, mais ça peut aider. Ça peut aider. Donc on ne peut pas dire à une patiente qui va venir en souffrance psychologique, Madame, rentrez chez vous, on ne va rien vous donner, ça ne passera pas. Il y a aussi, donc quand on dépasse un petit peu la phase des chutes aiguës, il faut toujours rechercher les prises médicamenteuses. Voilà. Quel type de médicaments sont responsables des chutes de cheveux? Alors il y a des médicaments qui automatiquement vont entraîner une chute de cheveux, il y en a d'autres quelquefois. Les plus souvent, c'est des médicaments de la chimiothérapie. Par exemple, ça c'est connu que les femmes ou les hommes qui sont sous chimiothérapie vont perdre leurs cheveux. Et il y a aussi certaines toxines, on n'y pense pas forcément parce que c'est un petit peu compliqué pour des gens qui travaillent dans certains milieux industriels ou qui sont en contact avec certains toxiques. Parmi les médicaments, j'ai oublié de citer la vitamine A qu'on utilise de plus en plus souvent dans le traitement de l'acné. Donc il faut prévenir le patient qu'on va mettre sous vitamine A par voie générale, par voie orale, effectivement, qu'un taux de vitamine A un peu plus important peut automatiquement entraîner une chute de cheveux et cette chute va régresser après l'arrêt de la prise médicamenteuse. Donc c'est souvent le cas. À l'arrêt du médicament, la chute va finir par se calmer. C'est important de le signaler aux patients aussi. La pilule contraceptive, non? Si. C'est très important, vous anticipez, c'est très bien. Alors la pilule contraceptive peut être soit un moyen de stopper la chute de cheveux, soit un moyen d'entraîner une chute de cheveux, mais là ça se passe sur un terrain un petit peu particulier. Là on est dans un petit peu dans le domaine des chutes androgénogénétiques, si vous voulez, on peut en parler, parce que c'est un grand volet dans la chute des cheveux. Ce sont ces chutes de cheveux où on vient le plus souvent consulter, qui touchent l'homme comme la femme, et ce sont ces chutes de cheveux qui entraînent un aspect dégarni du cuir chevelu, c'est-à-dire qui entraînent une calvitie, une perte des cheveux. Chez l'homme le plus souvent, et même chez la femme dans certaines conditions, dans certaines situations. Donc si on veut parler de la perte de cheveux chez la femme, puisqu'on a parlé de la contraception, je vais commencer par la femme. Alors l'alopécie androgénogénétique chez la femme, pourquoi androgéno et pourquoi génétique? Génétique parce qu'il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que dans 80% des cas, on va retrouver un membre de la famille qui aurait perdu ses cheveux de la même manière, sous influence hormonale qui est la testostérone. Donc c'est l'androgène, c'est la testostérone qui entraîne cette perte de cheveux qui se fait de manière insidieuse à partir de la puberté, de manière progressive jusqu'à ce que nos cheveux deviennent de plus en plus fins, de plus en plus clairsemés, qui ressemblent à un duvet et qu'on voit un cuir chevelu se dégarnir. Mais comment la pilule va venir impacter tout ça? Voilà, alors la pilule, elle va agir par le climat qu'elle va créer, parce que certaines pilules, elles ont un climat androgénétique. Par la présence de progestatifs, certains progestatifs de première et de deuxième génération, ils ont un effet androgénique. Donc, ça veut dire un effet comme la testostérone. Ok, mais pour faire simple, une personne qui a jusque-là une chevelure normale, si elle a un terrain génétique favorable, si elle prend une pilule contraceptive, elle risque de perdre ses cheveux. Elle peut effectivement accélérer ou déclencher une alopécie androgénogénétique. Effectivement, déclencher, mais est-ce qu'elle peut l'arrêter si elle arrête la pilule? Alors, c'est un processus qui est... Je me suis effectivement renseignée sur ça, et effectivement, chez certaines personnes, ça peut enclencher le processus et le maintenir. Chez d'autres personnes, ça peut... Il n'y a pas moyen de prévenir? Alors, normalement, les patientes qui ont des cheveux fins ou qui sentent qu'elles ont des cheveux qui commencent à se dégarnir et tout ça, il serait préférable de le signaler à leur gynécologue pour qu'ils choisissent une pilule anti-androgénique, parce que ça existe aussi des pilules qui permettent de stopper ce phénomène. Ok. Alors on va revenir à la chute de cheveux saisonnière. Est-ce qu'on peut la prévenir? Est-ce qu'on peut la bloquer?
On peut plus si ou on moins aime agir... notre masse de cheveux. Alors écoutez, tous les anti-chutes qu'on donne, en fait, ils vont agir sur quoi? Ils vont agir pas sur la chute actuelle, puisque ce sont des cheveux qui sont en train d'être expulsés, mais sur la qualité des cheveux qui vont venir par la suite. Donc en quelque sorte, on prépare le terrain pour une meilleure qualité de chevelure, pour des cheveux plus forts et plus denses. Donc effectivement, la prévention serait plus efficace, plus rentable que le traitement au moment de la chute. Malheureusement, on reçoit nos patientes au moment de la chute elle-même. Donc on peut donner des compléments alimentaires contenant des acides aminés soufrés, de la vitaminothérapie B et tout ça. Ça améliore aussi la texture et la qualité de la chevelure qui est en plus abîmée en été par les différentes manipulations. Mais ce qu'on reproche à tous ces traitements, c'est que les cheveux deviennent addicts. C'est-à-dire dès qu'on arrête, soit les compléments alimentaires, soit les produits pour stimuler la repousse, dès qu'on les arrête, eh bien les cheveux redeviennent comme avant, ils reperdent leur tonus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, ça je ne suis pas d'accord. Pour moi, une prise en charge des cheveux où on se contente de donner un complément alimentaire et un anti-chute, c'est une aberration. Devant toute patiente, particulièrement les femmes qui ont une chute de cheveux chronique, qui se pérennise dans le temps, on ne peut pas venir et dire c'est une alopécie androgénogénétique avant d'avoir éliminé une cause d'effluvium chronique. Donc je fais systématiquement un bilan. C'est quoi ce terme? L'effluvium chronique, c'est-à-dire une chute chronique des cheveux. Les chutes chroniques chez les femmes, il faut toujours bilanter, toujours rechercher une cause, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ce sont des femmes généralement qui peuvent être déficientes en fer. Il ne s'agit pas de faire uniquement un dosage de l'hémoglobine et d'éliminer une anémie. On peut avoir un taux d'hémoglobine normal, mais un taux de ferritine qui est bas. On estime qu'un taux de ferritine inférieur à 50 ou 60 est susceptible d'entraîner ou d'aggraver une chute de cheveux. Donc finalement, il y a beaucoup d'examens pointus à faire. Est-ce que vous ne remarquez pas aussi, parce que le temps presse justement, mais ça c'est quand le patient vient vous voir que vous établissez le processus à mettre en place avec le patient, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'automédication dans cette histoire de chute de cheveux? Il y a beaucoup d'automédication et beaucoup de déception derrière justement. Alors quand je reçois mes patientes par exemple, je leur dis pas de traitement avant un bilan initial, un examen clinique, un bilan initial avec au minimum, je demande une NFS, un dosage de vitamine D. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un taux de vitamine D faible induirait aussi une chute de cheveux chronique. Les problèmes thyroïdiens qui sont très très fréquents au Maroc et qu'on peut détecter grâce à de simples chutes de cheveux chroniques. Donc il serait toujours bénéfique pour ces patientes, si elles se sont automédiquées et que ça n'a pas donné de résultat, de consulter dans ce sens pour rechercher une cause. Le traitement de la cause, c'est toujours beaucoup plus bénéfique que de traiter comme ça tout azimut, quelle que soit la chute de cheveux. En tout cas, on peut dire que c'est vraiment le message à retenir. La chute de cheveux, elle peut être saisonnière et normale, mais attention aussi, elle peut être chronique, et si elle est chronique, pas d'automédication, parce qu'on peut passer à côté de choses très importantes, même de certaines maladies de système qui peuvent être graves et détectées grâce à une simple chute de cheveux. C'est très important de prendre le patient dans sa globalité. Voilà. C'est surtout le message que j'aimerais passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Leila Benama. Vous êtes dermatologue à Casablanca. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'On se dit tout. Moi, je vous retrouve très vite pour un autre sujet, pour deux autres sujets, pardon, pour le sujet relatif au développement personnel, à la famille, à la société, et au sujet de santé. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la préparation et la réalisation de cette émission. Au revoir.